bonsoir à toutes et à tous. Je suis venue vous confier la canne. Ce sont les mots du Premier ministre Begré Mambé à la chefferie des Bimpé. Ce mardi, le village à proximité du stade Alassane Ouattara est exhorté pour assurer le succès de cette compétition. 100 tonnes de café et de produits prohibés d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été saisis à Yamoussoukro. En partance pour le Burkina Faso, ils ont été interceptés par la brigade de gendarmerie locale, laquelle a interpellé 3 suspects. Et comment avoir une école ivoirienne forte quand les établissements scolaires sont dans un état déplorable? Vous allez voir les conditions précaires dans lesquelles certains élèves évoluent. Bouaké accueille les matchs de la poule D lors de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Si la ville essaie de faire peau neuve, certains bâtiments de l'administration témoins des précédentes crises militaro-politiques donnent une touche sombre au tableau d'une cité qui veut renaître, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Bouaké, capitale de la région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. La ville s'active avec ferveur à recevoir les équipes de la poule D de la Coupe d'Afrique des Nations. De nombreux travaux de rénovation sont en cours pour effacer sinon réduire les stigmates de la guerre, car Bouaké vient de loin. Ville épicentre de la crise militaro-politique que le pays a traversée, pour s'en rendre compte, il faut juste se rendre au commerce, le centre des affaires où des bâtiments administratifs ne se sont jamais remis après le crépitement des balles. La CNPS saccagée et vandalisée a fini par fleurir avec le temps son potager. Les ruines de l'institution produisent désormais de la laitue, des choux, des carottes et bien d'autres légumes pour les Bouakois. Non loin de là, l'ancien trésor et l'ancienne BCAO, devenus des nids pour les consommateurs de stupéfiants. Ces bâtiments abandonnés, Bouaké en compte plusieurs dizaines. Un défi pour la nouvelle équipe municipale. Les bâtiments abandonnés depuis la crise passée, ou même en délabrement, c'est un problème pour nous à Bouaké. Surtout nous les élus. Comme souvent c'est des bâtiments qui appartiennent à l'État, nous sommes en négociation et je pense que ces bâtiments, soit on va les réhabiliter, soit il faut les raser complètement. Le nouveau maire de la ville de Bouaké, monsieur le ministre Amadou Koné, a posé le problème. Il a dit de recenser tous les bâtiments à démolir ou à réhabiliter pour l'image de Bouaké. Il faut le faire rapidement avant la CAN. Mais dans la deuxième plus grande agglomération du pays, plusieurs bâtiments administratifs ont été rafraîchis, d'autres en cours de réhabilitation, selon le directeur régional de la construction. Pour procéder à la réhabilitation, il y a le ministère en question qui saisit le ministère de la Construction par le biais de la direction de la maintenance et la construction, qui nous saisit pour faire d'abord une évaluation du dégât, de destruction du bâtiment. Et par la suite, il y a un appel d'offres qui est lancé. Et lorsque l'appel d'offres est bouclé, alors on nous transmet les rapports avec la structure choisie pour faire la réhabilitation, qui rentre en contact avec nous pour d'abord faire l'état des lieux où on sort un rapport et la réhabilitation démarre. Il y a quelques bâtiments dont la réhabilitation n'est pas encore achevée. Il y a la direction régionale de la fonction publique dont la réhabilitation est en cours. Il y a l'auberge du ministère de la Jeunesse qui est en cours également, qui est beaucoup avancée. Que faire de ces bâtiments de la CNPS, de la BCAO et du Trésor qui ont délocalisé leurs bureaux? Les anciennes bâtisses, devenues des vestiges de la guerre, sont bien embarrassantes. Ils représentent des zones d'insécurité à quelques semaines de la CAN, celle de l'hospitalité. L'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola vont s'affronter au stade de la paix de Bouaké. Direction Sipilo à présent, à la frontière ivoiro-guinéenne, où le trafic du cacao continue d'affecter l'économie régionale et nationale. Afin de contrer le phénomène, des autorités administratives et une centrale agricole intensifient leurs efforts de sensibilisation, comme nous le montre Salif Yalekoué dans cet élément. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, doit faire face à de nombreux défis qui minent ce secteur. Parmi ceux-ci, la fuite des producteurs vers des pays limitrophes, dont la Guinée. Ici, à Sipilou, à moto comme dans des camions, ces trafiquants sont en activité sans relâche. À cela s'ajoute la grande insécurité pendant la campagne cacaoyère. Aujourd'hui, c'est l'effet qu'on voit.
c'est-à-dire le contrôle de la fuite de nos produits agricoles vers la Guinée. Mais c'est la cause que nous voulons que ça soit éradiqué. Si cette cause a été éradiquée, on ne verra pas ça. Je prends un exemple. Un producteur qui a son cacao qui est sec. Et le cacao fait 2 semaines, 1 mois dans son campement. Quand il y a un Guinéen, bon, il va prendre. Malgré nos mains d'alliance pour reprofiler nos voies pour pouvoir avoir accès à Man et à Biakouma, toutes ces doléances sont restées vaines. La centrale syndicale agricole a décidé de sensibiliser. Une rencontre s'est tenue récemment dans l'enceinte de la mairie. Sous la présidence des autorités préfectorales, producteurs et population étaient de la partie. L'État du Côte d'Ivoire est en train donc de faire l'axe Sipidou-Biankouma et ça nous a donné beaucoup plus d'arguments pour leur dire de se détourner de ce fléau parce que le gouvernement ivoirien pense à eux. Le gouvernement ivoirien ne les a pas abandonnés, donc il n'y a pas de raison d'envoyer leur cacao en Guinée, dans les pays frontaliers. Il faut qu'on donne les moyens financiers, les moyens nécessaires au gouvernement pour travailler davantage parce que ce gouvernement pense aux populations. Nous avons passé un message clair, un message sans ambiguïté de ce que les populations se détournent du trafic du cacao parce que ça porte un gros coup à l'économie ivoirienne. Responsables de coopératives et autres acteurs disent avoir pris bonne note suite à cet appel. Nous sommes venus à cette rencontre et qu'il y a une grande mobilisation. Tout le monde n'est pas satisfait de cette rencontre. Désormais, nos ressources vont rester en Côte d'Ivoire parce que ça fait fuir l'économie de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacao avec 2 millions de tonnes par an, soit 45% de l'offre mondiale. Cette matière première représente 40% des recettes d'exportation du pays et compte pour 15% du PIB national. Et cap sur Yamoussoukro, je vous le disais, 100 tonnes de café et de produits prohibés d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été interceptés par la brigade de gendarmerie locale, laquelle a appréhendé 3 suspects. Issa Koné. Brigade de gendarmerie de Yamoussoukro. À l'intérieur, un camion remorque intercepté par les éléments de la 6e Légion de gendarmerie sur l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, en partance pour le Burkina. À bord, des produits agricoles de contrebande, composés de 500 sacs de 100 kg de café, 1500 sacs de café vide et 511 lots de chaussures, camouflés pour tromper la vigilance des forces de l'ordre. L'enquête de la gendarmerie mène ensuite à un entrepôt fictif. Là encore, une autre découverte. 455 sacs de 100 kg de café, 5150 sacs de café vide, 19 cartons de gobelets, 101 cartons de serviettes hygiéniques, 909 paquets de chaussures en plastique et 47 casiers vides de fruits saisis. Venu constater les faits, la direction régionale du Conseil Café Cacao a salué cette importante saisie. Aux environs de 10 heures, j'ai reçu le coup de fil du capitaine Diané m'informant de la connaissance d'un café dans un entrepôt. Je me suis déporté sur les lieux et là-bas, j'ai fait le constat de l'existence de café contenu dans des sacs boros. Un entrepôt fictif. Ce café-là, ça fait partie des sources de revenus de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État perçoit une fiscalité là-dessus et c'est ce qui lui permet de pouvoir consulter le budget de fonctionnement et de réalisation des activités qui permettent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de se développer. Donc, laisser partir ces produits-là dans des pays de l'Interland, c'est contre-indiqué. 3 individus ont été interpellés, le conducteur du véhicule, le convoyeur et l'apprenti. C'est mon première fois de venir prendre un camion là-dedans, je n'étais pas là, j'étais à la maison. Il n'y a pas de travail à faire, donc il m'appelait que le chauffeur a laissé le camion à Abidjan. Donc je me suis déplacé aussi avec mon petit frère, c'est lui qui a appris. Donc je suis allé trouver le camion là chargé. C'est les patrons qui vont nous appeler pour dire il y a tel camion dans tel endroit. Donc il fallait croiser le camion pour continuer. On a été induit en erreur, donc déjà si la gendarmerie avait cette information-là, nous on ne peut que suivre ce que la gendarmerie va décider. Sinon, ce n'est pas parce que nous on le savait qu'on a caché, parce qu'on a quitté, on nous a interceptés quelque part sur l'autoroute avant qu'on ne soit ici. En attendant la poursuite de l'enquête pour situer les responsabilités, les sacs de café ont été remis à la direction régionale du Conseil Café Cacao de Yamoussoukro et les trafiquants transférés au parquet de Toumoudi pour répondre de leurs actes.
Dans 2 mois, la CAN se tiendra en Côte d'Ivoire afin que cette grande messe du football africain soit un véritable succès. Begré-Mambé était sur le terrain ce mardi. Le Premier ministre a échangé avec la chefferie des Bimpe afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du stade olympique Alassane Ouattara. Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Première étape de ce périple du chef du gouvernement à Ebimpe, une rencontre avec la communauté villageoise sur la place du village. Le chef du gouvernement est allé exprimer sa reconnaissance et celle de la Côte d'Ivoire à ce peuple pour avoir rendu possible la construction du plus grand stade du pays sur ses terres avant de l'engager à œuvrer pour le succès de cette fête populaire. La deuxième raison de mon passage ici ce matin, c'est de vous confier cette grande célébration sportive qui va réunir toute l'Afrique sportive en Côte d'Ivoire. La troisième chose, c'est de vous demander aux femmes, aux jeunes, aux doyens de se mobiliser. Message reçu 5 sur 5 par les populations des Bimpe qui ont apporté leur bénédiction au chef du gouvernement dans sa mission d'offrir au monde du football la plus belle CAN jamais organisée. Votre visite ici à Ebimpe revêt un sens symbolique particulier. Le village d'Ebimpe attache du prix à cette marque de fraternité qui le rassure. Les populations d'Ebimpe et d'Aniama, dont je me fais le porte-voix, vous assurent de leur bénédiction pour que, en votre qualité de chef de gouvernement et ministre des Sports, vous puissiez livrer des infrastructures sportives aux normes internationales pour la compétition. Cap a été ensuite mis sur le stade olympique Alassane Ouattara, où le chef du gouvernement a passé au peigne fin tous les aspects des travaux de mise à niveau et de finition en cours. Et au terme de la séance de travail, qui s'en est suivie avec tous les acteurs engagés dans les travaux, le Premier ministre a dévoilé les nouvelles orientations. Nous avons regardé avec les entreprises et nous avons déterminé des repères des dates. La première, c'est le prochain match de la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Le dispositif qui doit nous conduire à ce match dans d'excellentes conditions a été planté, adopté. Deuxième point de repère, le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bimpe. C'est une exigence, on n'a pas le choix. Pour rappel, le stade olympique Alassane Ouattara accueille le 17 novembre prochain le match Côte d'Ivoire-Seychelles, comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. C'est également cette même enceinte qui sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture et de clôture de la CAN 2023, du match d'ouverture, de la finale et des matchs de la poule A où loge la Côte d'Ivoire. Les images que vous allez voir reflètent la réalité dans certaines écoles primaires de la capitale économique, des écoles quasi abandonnées qui se dégradent à mesure que les années passent par manque d'entretien, une situation que déplorent enseignants, parents d'élèves et écoliers dans ce reportage d'Issa Koné et Chèque Bleu. Champs de manioc et de bananes en pleine cour d'école. Une partie du groupe scolaire Nyangon à Djamé, la plus vieille école de la commune de Yopougon, s'est transformée depuis quelques années en un espace agricole. Les membres du comité de gestion de l'établissement ont jeté l'éponge face à cette situation persistante. Simplement d'un groupe scolaire, mais avec vraiment des champs dépassés par là. Ce que nous déplorons est que quand les bananes poussent, c'est là les drogués passent de l'autre côté de la clôture et les s'assoient et fument la drogue. En temps, c'est une école. Les enfants sont là. Vraiment, c'est pas beau à voir. Mais on a beau parler, on a beau demander à ce que ça cesse, c'est toujours récurrent. Plus loin, EPP municipalité 1 et 2 dans la commune d'Atekoubé. Ici, le tableau est encore plus sombre.
Des eaux usées y ont élu domicile. Des salles de classe en lambeaux. À cela s'ajoute le surnombre sur les tables bancs. Assis par 3 ou 4, c'est dans cet environnement malsain que ces enfants apprennent. Vraiment, on souffre ici. On souffre tellement, on ne peut même pas travailler. On travaille dans l'eau. Souvent, nos cahiers tombent dans l'eau. Nos parents achètent d'autres. Souvent, même on fait cours matin. On ne fait pas le soir, Sam vient le soir. Je suis tombée malade à cause de l'eau qui est dans la classe là. À chaque fois ici dans l'eau, il travaille. Moi-même à ma place, il y a l'eau là. Ici dans l'eau, il travaille. L'eau, ça m'a rendu malade. Il parle fort. Je suis resté à la maison pendant 5 jours. Je ne suis pas venu à l'école à cause de l'eau là. Maintenant, je suis venu encore. Je suis obligé de travailler pour lever l'eau dans les classes là. Sinon, c'est pas bon. Vraiment, l'État doit nous aider. Tout ou presque tout va mal. Les responsables de l'établissement ont refusé de s'exprimer sur la situation. Des parents d'élèves, eux, peinent à décrire les maux de cette école avec des mots. Depuis que la rentrée a commencé, nos enfants ils n'arrivent pas à aller à l'école normalement. Parce que quand il pleut, l'eau sort dans les classes. Et depuis lors, vraiment, on a fait des démarches vers les autorités pour que vraiment ils viennent nous aider à réparer les classes de l'école pour que les enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions. Dans cet établissement, le mât du drapeau ivoirien n'existe que de nom, isolé au milieu des herbes et dans ses eaux verdâtres. L'accès au bureau du directeur de l'école n'est pas plus aisé en saison pluvieuse. Ces établissements où sont formés les enfants ne présagent pas un bon résultat scolaire dans de tels environnements. Enseignants, élèves et parents d'élèves attendent des coups de truelle et de pinceau pour un cadre de travail plus sain et plus agréable. Et une délégation de la prestigieuse Harvard Business School est à Abidjan. Elle a été reçue par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, alumni de cette université qui invite la jeunesse à s'intéresser à leur formation. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Abidjan accueille depuis quelques heures des émissaires de la prestigieuse école américaine d'Harvard à travers sa Business School qui a initié un programme en faveur des cadres d'horizons divers. Ils ont échangé avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, un ancien auditeur de cette université qui se réjouit de la présence de cette délégation en terre ivoirienne. C'est la première fois qu'ils vont faire cette expérience dans un pays francophone ici en Afrique de l'Ouest. Je pense que cela mérite d'être souligné. Je suis plutôt fier de savoir que bientôt, les étudiants ici en Côte d'Ivoire et surtout même ceux qui sont dans le domaine actif pourront faire meilleure connaissance avec cette université. Quand vous sortez de cette institution, vous vous croyez investi d'une mission, celle de œuvrer à un monde meilleur. À l'initiative de la Fondation Keidan, se tient à Abidjan une expérience interactive sur l'étude de cas promue par Harvard Business School qui fait une part belle à l'entrepreneuriat. Ils ont choisi la Côte d'Ivoire et nous sommes très fiers, très heureux d'être avec eux pour présenter à toute la Côte d'Ivoire cette méthode de la Harvard Business School qui consiste à renforcer les capacités des managers. Nous allons recréer la scène des classes de Harvard et le professeur Ramon va venir présenter, enseigner l'étude de cas devant des étudiants qui sont formés de cadres ivoiriens. Parmi les entreprises qu'on trouve sur lesquelles les professeurs peuvent faire des recherches et écrire des études de cas, il y a forcément des histoires très intéressantes qui se passent ici. Et après, que ce soit pour le programme CEPA Africa, que ce soit pour un de nos autres programmes, on est toujours à la recherche de bons participants, et notamment de bons participants femmes. Pour rappel, le ministre Mamadou Sangafoa a effectué son retour en 2022 au sein du gouvernement ivoirien, pendant qu'il était en formation dans cette université. Il a retrouvé son poste ministériel à la fin de son cursus. Aussi, le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, a ouvert ses portes ce mardi au Parc des Expositions avec pour thème retenu cette année artisanat moyen d'inclusion sociale et de développement durable. Moussani Kema, Kim Eric. Bienvenue au marché ivoirien de l'artisanat. Comptant pour sa 5e édition, la Biennale de valorisation du secteur a pour thème
artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable. Le MIBA est une plateforme de rencontres et d'échanges qui réunit en un seul et même lieu les meilleures œuvres artisanales produites par les meilleurs artisans sélectionnés par leurs pays respectifs, ainsi que des acheteurs professionnels et des experts du domaine de l'artisanat issus des 5 continents. Prévu pour 5 jours au Parc des Expositions, le pays à l'honneur est la République du Congo. Se matérialise aujourd'hui l'une des conclusions des accords signés en juin 2023 devant nos 2 présidents de la République. Cela prouve bien que les liens de coopération et de fraternité qui unissent nos pays et nos 2 peuples sont forts, mais aussi et surtout nos 2 cultures à travers lesquelles l'artisanat s'exprime et met en valeur nos vaillants artisans et artisanes. Ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra a soulevé l'importance de ce secteur dans le développement de l'économie nationale. Le thème de la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA, que nous célébrons ce jour, traduit l'importance et l'impact positif de l'artisanat sur l'économie de nos pays et sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce secteur représente donc l'un des catalyseurs de la transformation structurelle de l'économie nationale en vue de hisser notre pays, la Côte d'Ivoire, au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Prévu sur 5 jours, le marché ivoirien de l'artisanat vise à valoriser les métiers de l'artisanat et inviter à la consommation des produits locaux. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'artisanat comprend environ 40% de la population active. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus Faits divers, suivi de nos programmes sur la NCI. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.